Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la dernière partie de notre podcast consacré à la Grande Peur. Après avoir évoqué les campagnes en 1789 et le complot aristocratique, eh bien, nous voilà maintenant au cœur de notre sujet. Rappel des faits suivants. La peur des brigands naît à la fin mars 1789 et atteint son paroxysme dans la seconde quinzaine de juillet 89. Puis cette peur des brigands s'étend plus ou moins à toute la France et elle engendre la Grande Peur. Mais il faut l'en distinguer. Il s'agit de deux phénomènes distincts. Avec la Grande Peur, les alarmes se propagent très loin et plus rapidement au lieu de rester locales. En route, ces alarmes engendrent de nouvelles preuves de l'existence des brigands par un effet, disons, boule de neige. Les courants de peur n'ont pas été très nombreux, mais ils ont couvert la plus grande partie du royaume. Disons aussi que la Grande Peur n'a pas éclaté partout et en même temps. Les révolutionnaires de 1789 ont vu dans cette Grande Peur une action menée pour déstabiliser les populations, afin qu'elles rejettent la révolution et pour les ramener à l'Ancien Régime. Mais les révolutionnaires, en dénonçant aussi le complot aristocratique, ont malencontreusement préparé la Grande Peur. La dénonciation du désordre est en elle-même cause de désordre. Quoi qu'il en soit, provoqué par le tiers ou l'aristocratie, de bonne ou de mauvaise foi, il faut avoir en tête que ce mouvement de panique générale eut au moins deux conséquences. Il a provoqué l'armement du peuple, parce que le peuple a peur, le peuple veut se défendre, il s'organise, et il a suscité de nouvelles révoltes agraires. Toute la France a cru aux brigands, mais la Grande Peur ne se retrouve pas dans toute la France. La Grande Peur, c'est ce que nous dit l'historien Georges Lefebvre, c'est quatre faits avec entre eux des connexions. C'est d'abord la crainte des brigands et des aristocrates, c'est la révolte des paysans, c'est l'armement et c'est la Grande Peur. Mais comment cette peur a-t-elle commencé ? Comment une rumeur née dans un village a-t-elle pu parcourir des centaines de kilomètres et mettre en mouvement des provinces entières ? La Grande Peur n'est pas née partout au même moment, elle n'est pas partie d'un lieu unique comme une vague qui aurait déferlé sur le royaume. Elle apparaît d'abord en quelques points précis, à la suite d'incidents, parfois nous le verrons, dérisoires, avant ensuite de se propager. Pour comprendre ce mécanisme, il faut revenir aux premières alarmes. C'est ce que l'historien Georges Lefebvre, encore une fois, appelle les paniques originelles. Il y a eu plusieurs grands courants de peur qui apparaissent indépendamment les uns des autres avant de se rejoindre. La Grande Peur résulte de plusieurs paniques locales qui finissent par converger. Dans l'est du royaume, la peur semble liée aux révoltes paysannes de Franche-Comté. Les violences commises contre les châteaux, les abbayes et les représentants de l'ordre ancien entretiennent un climat d'insécurité qui favorise la propagation des rumeurs. Dans l'ouest, certains historiens ont pensé que Nantes avait pu jouer un rôle comparable. Les circonstances exactes restent difficiles à établir, mais elles montrent déjà que les motifs de la peur varient d'une région à l'autre. La Grande Peur n'a pas partout les mêmes origines. Dans le Clermontois, le phénomène apparaît le dimanche 26 juillet 89. Les témoignages sont contradictoires. Il pourrait s'agir d'un conflit entre un braconnier et des gardes, d'une altercation entre un fermier et des journaliers, ou encore d'un malentendu lors des opérations d'arpentage précédant les moissons. Toujours est-il que,
On croit voir des hommes s'en prendre aux récoltes. Alors, le Tosquin sonne, le tocsin sonne, je vais y arriver, les habitants se rassemblent, les paroisses voisines en font autant, et l'alarme se propage plus vite que les faits eux-mêmes. En Champagne méridionale, le 24 juillet 89, la panique naît autour de Mézières-la-Grande-Paroisse et des villages voisins. On croit apercevoir des brigands dans un bois. Le tocsin est sonné et près de 3000 hommes se réunissent pour les poursuivre. Mais selon un témoignage local, les redoutables brigands n'étaient en réalité qu'un troupeau de vaches dont le déplacement avait soulevé un nuage de poussière. L'exemple est révélateur. Dans un climat d'extrême tension, tout devient suspect. Le moindre mouvement, le moindre bruit, la moindre silhouette aperçue au loin peut être interprété comme une menace. À Ruffec, en Charente, la peur semble liée à quelques hommes vêtus en religieux qui parcourent les campagnes pour demander l'aumône. Alors ils sont mal reçus, alors ils auraient proféré des menaces avant de disparaître dans la forêt. L'incident, insignifiant en apparence, provoque pourtant une immense frayeur. La rumeur enfle et gagne bientôt le Poitou, une partie du Massif central et l'Aquitaine. Dans le Maine également, un incident mal connu semble avoir servi de point de départ à une vaste propagation de la peur. Autour de Montmirail, région déjà agitée lors des crises frumentaires, certains contemporains soupçonnent des ouvriers ou des errants d'être à l'origine de l'alarme. Ces exemples posent une question essentielle. Pourquoi ces paniques locales se propagent-elles avec une telle rapidité ? La réponse tient au contexte de l'été 1789 dont nous avons parlé dans les 2 précédents podcasts. À la fin du mois de juillet, les campagnes vivent dans un climat d'inquiétude permanente. Les moissons approchent. C'est un moment clé de l'histoire, du moment de la vie des paysans. La disette a laissé des traces profondes. Les errants sont nombreux sur les routes. Les révoltes paysannes se multiplient. Surtout, la conviction d'un complot aristocratique s'est largement répandue. Désormais, les brigands ne sont plus perçus comme de simples vagabonds ou malfaiteurs. On les croit au service des ennemis du tiers-État. Ils deviennent les instruments supposés d'une contre-révolution qui chercherait à écraser les conquêtes naissantes de 1789. Dans ces conditions, chaque alerte paraît crédible. Chaque village pense courir le même danger que son voisin. On appelle donc immédiatement à l'aide. Les paroisses se portent mutuellement secours. Mais en transmettant l'alerte, elles transmettent également la peur. Ainsi, se met en place un mécanisme redoutable. Une rumeur locale devient une inquiétude régionale. Une inquiétude régionale devient un phénomène national. La grande peur est en train de naître. Alors une question demeure. Comment ces quelques alertes locales ont-elles pu couvrir une si grande partie du royaume ? Car les incidents que nous venons d'évoquer restent modestes. Un troupeau de vaches pris pour des brigands, quelques quêteurs mal accueillis, une altercation dans un champ, rien qui, en apparence, puisse mettre en mouvement des provinces entières. Et pourtant, en quelques jours seulement, la peur franchit les frontières des paroisses, des bailliages et parfois même des provinces. Pour comprendre ce phénomène, il faut maintenant s'intéresser aux chemins empruntés par la rumeur, aux hommes qui la transmettent et aux mécanismes qui permettent à une simple alerte de devenir une panique collective. Autrement dit, il faut comprendre comment la peur se propage. La panique peut être propagée par monsieur tout le monde, disons les choses ainsi, par celui qui a vu, par celui qui a écouté celui qui a vu. La panique peut être aussi propagée par les autorités elles-mêmes ou des gens reconnus. Cette panique peut être propagée avec sang-froid et méthode. Les curés aussi se sont sentis investis de la fonction de vigie. Ils s'associent aux nobles qui eux-mêmes interagissent entre eux à coups de messagers qu'ils envoient pour se prévenir
les uns les autres du danger. La panique peut aussi être propagée à leur corps défendant par les autorités civiles elles-mêmes. Puis il y a aussi le rôle joué par les autorités militaires. Il y a le rôle joué aussi par les courriers et les postillons de l'administration postale. Bien entendu, il ne faut pas généraliser. Certains de ces gens importants aussi arrivent à garder la tête froide, à garder un esprit critique. On ne verse pas toujours dans la panique et la peur. Tout le monde ne hurle pas au loup inopportunément. Mais les prudents prennent des risques. S'ils n'agissent pas et que le pire arrive, alors ils seront tenus pour responsables. Pire encore, on dira qu'ils sont complices. Il y a aussi le cas où les autorités constituées ont su éviter la panique, garder leur sang-froid et d'une certaine façon tenir leur population. C'est le cas, nous dit Georges Lefebvre, des municipalités de Bretagne. Le correspondant de la Gazette de l'Aide en Hollande écrit le 7 août à propos de ce qui se passe en France. C'est la Bretagne pour laquelle on avait les plus grandes craintes et qui, cependant, est la plus tranquille par la bonne police des bourgeois qui se sont armés de bonne heure. Sacré Breton et sacrée Bretonne. La peur ne s'est donc pas propagée aussi vite qu'on a parfois voulu nous le faire croire. Nous savons maintenant comment la peur circule. Nous savons qu'elle emprunte les routes, elle circule avec les messagers, les curés, les autorités, les voyageurs et tout simplement aussi les conversations ordinaires. Mais comment cette peur se manifeste-t-elle concrètement lorsqu'elle atteint un village ou une petite ville? Que se passe-t-il lorsque l'alarme arrive? Car derrière les grandes cartes de la grande peur et les analyses des historiens, il y a des femmes et des hommes qui croient réellement leur existence menacée. Il y a des familles qui se préparent à fuir des villages, qui s'arment, des cloches qui sonnent, et des communautés entières qui se mobilisent. Autrement dit, il faut maintenant observer cette peur en action. C'est là qu'interviennent les paniques de l'annonce. Les paniques de l'annonce, c'est ce phénomène, encore une fois qualifié par l'historien qui nous a servi à la réalisation de ces 3 podcasts, Georges Lefebvre. Les paniques de l'annonce sont ce phénomène très répandu que l'on différencie des quelques paniques originelles qui sont très peu nombreuses, comme nous l'avons déjà dit. Alors, voici l'exemple de ce qu'est une panique de l'annonce. Reprenons, citons l'historien. On commence par sonner le tocsin, parfois pendant 24 heures. Le tocsin qui ne tarde pas à planer, des heures et des heures sur des cantons entiers. Les femmes, se voyant déjà violées, puis massacrées avec leurs enfants, au milieu du village en flammes, pleurent et se lamentent. S'enfuient dans les bois ou le long des chemins, avec quelques provisions et des hardes ramassées au hasard. De leur côté, les hommes les suivent, après avoir enterré ce qu'ils ont de plus précieux. Ils lâchent leurs animaux dans la nature, mais le plus souvent, ils s'assemblent à l'appel du syndic, du curé ou du seigneur. On s'arme, on barricade les accès du village, on envoie des détachements à la découverte. La nuit, on fait circuler des patrouilles. Dans les villes, on fait comme si l'on était assiégé, on réquisitionne les vivres, etc. On trouve aussi des troupes entières d'hommes et de femmes battant la campagne pour porter secours à d'autres bourgs, d'autres villes. Cela permet de peut-être calmer son angoisse par l'action. Cela ressemble à de véritables armées de campagne qui partent à la rencontre d'un ennemi imaginaire, d'un ennemi fantasmé. Au cours de ces événements, beaucoup de bruits courent qui se nourrissent de l'opinion populaire, ce qui explique la propagation foudroyante de la terreur. Ces scènes peuvent sembler extraordinaires, pourtant elles se répètent d'un village à l'autre, d'un bourg à l'autre, parfois à quelques heures d'intervalle.
Mais une fois l'alarme donnée, que se passe-t-il ensuite? Car les habitants ne restent pas immobiles derrière leurs barricades. On envoie des éclaireurs, on dépêche des messagers, des groupes armés partent reconnaître le terrain ou porter secours aux communautés voisines. Et c'est souvent à ce moment-là qu'un phénomène inattendu se produit. Ceux qui partent défendre un village voisin peuvent être pris pour les brigands que l'on redoute. Une peur en engendre alors une autre. Une alerte en provoque une nouvelle. La panique rebondit de proche en proche. C'est ce que Georges Lefebvre appelle les relais de la peur. Les relais de la peur, c'est les paniques secondes ou autrement dénommées paniques de relais. Il faut comprendre panique de l'annonce puis panique relais. Il y a des paniques qui se superposent. On annonce la venue d'une armée de brigands et le lendemain, on annonce autre chose. Parfois, des paysans armés qui marchent contre l'ennemi sont pris eux-mêmes pour des assaillants. Nous venons de voir comment une panique peut en engendrer une autre. Une alerte locale provoque une mobilisation. Cette mobilisation est prise pour une menace qui vient d'ailleurs. Une nouvelle alerte est donnée, puis le processus recommence. Mais si l'on prend un peu de hauteur, un autre phénomène apparaît. Ces paniques ne se propagent pas au hasard. Elles dessinent peu à peu de véritables trajectoires à travers le royaume. Certaines parcourent quelques dizaines de kilomètres, d'autres traversent des provinces entières. À la fin du mois de juillet 1789, ce ne sont plus seulement des villages ou des paroisses qui sont touchés, mais des régions entières. C'est pourquoi l'historien Georges Lefebvre distingue plusieurs grands courants de diffusion qui permettent de suivre le cheminement de la peur à travers la France. Que sont ces courants de la grande peur? Ces courants de diffusion n'empruntent pas les voies normales, c'est-à-dire ce qu'on pourrait penser être les voies les plus évidentes. Il y a l'exemple de la vallée de la Garonne, qui par exemple n'a joué aucun rôle dans la propagation de la rumeur. Ce n'est pas le long de la Saône, par exemple, que la panique est partie de la Franche-Comté vers le sud, mais le long du Jura. Et les montagnes, par exemple, n'ont pas toujours joué de rôle répulsif. Les paniques naissent à la suite d'incidents locaux et il n'y a pas forcément autour de chemins tout tracés. Mais il faut néanmoins que la panique se diffuse et elle fait sa route. Même si les brigands ne sont pas arrivés, ils continuent de faire peur. Les motifs de la peur subsistent. Nous sommes toujours pendant la période critique de la moisson. Il est toujours question de disette, il est toujours question de misère, il est toujours question de chômage et de mendicité. L'idée du complot aristocratique n'est pas une lubie du tiers. En juillet 1789, la cour, on le pense, avait bien préparé un coup de force contre l'Assemblée. À la fin 89, des ligues contre-révolutionnaires, d'ailleurs, vont se constituer. Et puis à l'étranger, les émigrés demandent l'intervention d'armées étrangères. Une contre-révolution est en marche. Donc, après la Grande Peur, il y a des alarmes locales tout au long du mois d'août 89. Des alarmes reviennent d'ailleurs au moment des moissons, en 1790, toujours ce moment crucial des moissons. En 91, la crainte des brigands, par exemple, reparaît à Varennes. En avril 93, une violente panique se répand dans le pays de Caux, autour d'Yvetot. On dit que les Anglais ont débarqué et que les brigands ont été embauchés par l'aristocratie pour faciliter leur progression dans les terres, etc., etc. La Grande Peur finit par s'éteindre. Les brigands annoncés n'arrivent presque jamais. Les villages reprennent progressivement leur activité ordinaire, les moissons se poursuivent, les routes retrouvent leur calme. Mais une peur collective ne disparaît pas aussi facilement qu'elle est apparue, car les causes profondes demeurent.
La disette n'a pas disparu, les tensions sociales restent vives, les révoltes paysannes continuent. Surtout, la méfiance envers l'aristocratie et la conviction d'un complot contre-révolutionnaire ne s'effacent pas du jour au lendemain. Ainsi, la Grande Peur ne s'achève pas véritablement avec la fin des paniques. Elle laisse des traces durables dans les esprits et dans les comportements. Reste alors à mesurer ce qu'elle a produit. Car au-delà des rumeurs, des alarmes et des fausses nouvelles, la Grande Peur a eu des conséquences bien réelles sur le cours de la Révolution française. Concernant les conséquences de cette Grande Peur, émettons d'ores et déjà quelques réserves. Pendant la période de la Grande Peur, les villes ont connu des troubles de tout ordre dont elle n'est pas seulement la cause. Et il faut bien penser à distinguer encore une fois peur des brigands de la Grande Peur. Il y a eu des troubles à des endroits, d'ailleurs, qui n'avaient pas connu la Grande Peur. La Grande Peur a renforcé les comités et les milices des villes, qui étaient, nous l'avons dit dans l'épisode précédent, à l'état d'embryon. Les comités ont dû s'organiser, les milices ont appris à se rassembler, à se procurer des armes et des munitions. La Grande Peur a resserré les liens entre les villes et leurs territoires autour. On tient là, selon Georges Lefebvre, l'origine des fédérations. Il faut rester néanmoins prudent et dire que certains ont fui devant les menaces, car les armes étaient rares. Mais on peut voir dans ce mouvement les prémices aussi de la levée en masse, sorte de première mobilisation générale contre les dangers encourus par la jeune révolution. Comme si le pays n'était qu'un seul homme, qu'une seule femme. On peut voir dans la Grande Peur la naissance ou la confirmation aussi d'une solidarité de classe, ou du moins cela l'a renforcée. Évidemment, pourrait-on dire, la noblesse fait les frais de ce tiers régénéré, vivifié. Mais nous avons affaire à des menaces, des vexations et à des violences physiques exceptionnelles. Et cela est peu, finalement, face à l'énergie déployée par le mouvement. Il n'y a pas eu, ou très peu, de seigneurs, d'aristocrates assassinés durant cette période. Mais il n'empêche que l'aristocratie est terrorisée et prend peut-être conscience aussi de la loi du nombre, qui n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, en sa faveur. La Grande Peur n'a donc pas seulement semé l'inquiétude dans les campagnes françaises, elle a contribué à transformer la société tout entière. Des communautés se sont armées, des milices se sont organisées, les villes et les campagnes ont appris à coopérer, les paysans ont pris aussi conscience de leur force collective, et l'aristocratie de son côté a découvert qu'elle ne pouvait plus gouverner comme avant. Mais pour comprendre pleinement l'importance de cet épisode, il faut encore prendre un peu de recul, car la Grande Peur ne se résume ni à une série de rumeurs, ni à quelques semaines de panique collective. Elle éclaire les peurs, les espoirs et les tensions d'une société entière au moment où celle-ci bascule dans la Révolution. Reste donc à comprendre ce que cet événement nous dit de la France de 1789 et pourquoi il occupe une place si importante dans l'histoire du pays. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la Grande Peur naquit de la crainte du brigand, qui s'explique elle-même par les circonstances économiques, sociales et politiques où se trouvait la France en 1789. Dans l'Ancien Régime, la mendicité était la plaie du régime. À partir de 1788, elle s'aggrava. Des troubles innombrables de la disette accroissent le désordre. La crise politique a surexcité les esprits et a rendu les Français turbulents. Le brigand, c'est le mot pour désigner, nous l'avons vu, le mendiant, le vagabond, l'émeutier. L'époque de la moisson a joué aussi un rôle. C'est le moment capital
de la vie paysanne. Il faut se donner tous les moyens pour qu'elle assure la subsistance de la population. Contexte de lutte entre le tiers-État d'un côté et l'aristocratie de l'autre. Après les événements de juillet, on chasse des villes ceux susceptibles de créer des troubles. Et cela effraie la campagne. Les campagnes pensent que l'aristocratie, pour se venger des libertés du tiers-État, va utiliser ces brigands pour semer la terreur dans les campagnes et ramener l'ordre. La crainte de ces brigands a été un phénomène universel, mais pas celui de la Grande Peur. La Grande Peur n'est donc pas issue d'une machination. Les révolutionnaires ont évoqué de bonne foi la figure du brigand aristocrate, mais sans vouloir semer l'effroi. Ils ont bel et bien cru au complot aristocratique. En fait, le complot aristocratique, c'est surtout la volonté de la cour de mettre au pas le tiers. La cour s'y est mal pris, mais le tiers n'a pas pour autant sous-estimé le pouvoir de nuisance de l'aristocratie. Pour ranger les villes de leur côté, les révolutionnaires n'avaient pas besoin de la Grande Peur. La révolution municipale et l'armement ont précédé la Grande Peur. La bourgeoisie, elle, de son côté, craint ces débordements populaires. Pour elle, c'est l'aristocratie qui encourage l'agitation pour mettre fin aux visées de la révolution. À la panique succède une vigoureuse réaction. L'ardeur révolutionnaire est née. Elle préfigure les sentiments d'unité nationale. Puis cette réaction dans les campagnes se tourna ensuite contre l'aristocratie. Les paysans se sentirent renforcés. La Grande Peur a contribué aussi à préparer la nuit du 4 août. Et à ce titre, comme l'écrit Georges Lefebvre, à ce titre, elle compte parmi les épisodes les plus importants de notre nation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour un nouvel épisode de Je vous raconte.